Alors, je reprends l'exemple de mes 3 urnes. On a dit qu'on reprenait les 2 urnes de tout à l'heure, U1, U2, et j'en rajoute simplement. Oui? Mais du coup, on n'a pas eu aussi la démo. T'as pas eu quoi? La démo, l'explication. Là, j'ai pas fait grand-chose, hein, j'ai pas dit grand-chose, j'ai juste dit que je généralisais, c'est-à-dire, je vais relire plutôt la formule finalement, la probabilité donc de l'intersection, je commence par calculer la proba de l'événement A1, puis la proba de l'événement A2, sachant que A1 est réalisé, et ensuite j'ai simplement continué pas à pas, de proche en proche, en disant, ben après je vais faire A3, sachant que les 2 premiers sont réalisés, A4, sachant les 3 premiers, et j'arrive à AN, sachant tous les précédents. En fait, c'est cette formule ici que je généralise en rajoutant un événement N3, etc., ou A3, etc. C'est ce que je fais dans l'exemple. Donc, j'ai pas vraiment fait de démonstration pour cette formule. Ça peut se faire par récurrence, mais c'est un petit peu fastidieux. Simplement, je vais vous le faire là sur l'exemple. Donc, pour calculer la proba de N1 et N2 et N3, donc ici, dans l'histoire, c'est les 2 urnes de tout à l'heure. J'ai rajouté une 3e urne qui a la même composition que l'urne U2. Donc, elle avait 2 boules blanches et une boule noire. Donc, 3 boules seulement. Je refais la même histoire. Je prends une boule au hasard dans l'urne U1. Je la mets dans U2. Je mélange. J'en pioche une. Et je la mets dans U3. Je mélange et j'en pioche une. Et la question qui se pose, c'est quelle est la proba de n'avoir que des noirs sur les 3 tirages. Et c'est difficile à envisager de façon simultanée les 3 événements, une noire à chaque tirage, alors qu'en décomposant pas à pas, c'est beaucoup plus facile. Donc, pour déterminer la proba de ces 3 événements, je vais commencer par calculer la proba d'une noire au premier. Ça, on l'a fait tout à l'heure. Une noire au premier tirage, c'est 2 chances sur 3, puisqu'on avait 2 boules noires sur les 3. Ensuite, je vais déterminer la proba d'avoir une noire au deuxième, sachant qu'on a déjà eu une noire au premier. Ça veut dire que dans l'urne U2, j'ai maintenant 4 boules, dont 2 noires. Et en fait, c'est le même calcul que celui qu'on a fait tout à l'heure. Donc, prendre une noire, c'est 2 chances sur 4. Maintenant que j'ai eu une noire au premier et surtout une noire au deuxième tirage, la noire que j'ai eue au deuxième tirage, je la mets dans U3. Donc, dans U3, j'ai maintenant 4 boules, dont 2 noires. Quand je vais piocher une 3e boule dans U3, la proba qu'elle soit noire, ici, P de N3, c'est donc 2 chances sur 4. Mais c'est important d'avoir précisé à chaque fois sa chance qu'on a eue précédemment, puisque le sachant que, ça va me donner la composition ici de l'urne U3. Et j'ai besoin de connaître la composition de l'urne U3 pour calculer la proba de tirer une noire. Bon, après, le 1/6, c'est juste la simplification des fractions. Une question? Madame? Oui. Oui, je voulais vous demander pour celui-là, là, on peut le trouver parce que on peut facilement dessiner, le voir comme ça. Mais comment est-ce qu'on va... J'avais un peu essayé de tenter, je ne tombais pas sur les mêmes résultats par le calcul. Par quel calcul? Mais du coup, si jamais on veut calculer en posant le calcul du coup de P sachant P de N2 sachant N1, par exemple. P de N2 sachant N1. Ce calcul-là. Quand tu me dis que tu le poses avec la proba de l'intersection, en fait. Oui, c'est ça avec la formule. C'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être tout le monde l'a pas bien entendu, mais ou alors c'était pas forcément très clair. La formule de la définition en fait qui permet de calculer P de N2 sachant N1, c'est-à-dire quand je remonte, c'est cette définition-là. Eh ben c'est trompeur parce que cette formule-là, je ne l'utilise pas pour calculer la proba conditionnelle en vrai. Je l'utilise pour calculer la proba de l'intersection. Donc, il faut pas, si on cherche la proba de l'intersection, il faut pas revenir à la proba conditionnelle pour revenir ensuite à une proba d'intersection, parce que là, j'ai bouclé. Mais en revanche, quand je cherche une proba d'intersection, je passe par les probas conditionnelles.
Ça veut dire que finalement, le calcul de la proba conditionnelle, c'est pas un calcul. C'est quelque chose qu'on va faire de façon intuitive. La proba conditionnelle ici, quand on est dans le sachant que, en particulier N2 sachant N1, on est sur quelque chose de très simple et très concret. Sachant qu'on a obtenu une noire au premier tirage, ça veut dire que comme on l'a mise dans U2 maintenant, on a 4 boules. Donc le 4 qui est là, il y a 2 boules noires. Donc la proba maintenant au deuxième tirage de tirer une boule noire, c'est bien 2 chances sur 4. Et ça se fait directement. Cette proba-là, elle se calcule directement, sans repasser par la formule. Parce que finalement, c'est la proba de l'intersection qu'on calcule grâce à la formule. Ce qui est difficile à calculer, c'est les probas d'intersection, c'est pas les probas conditionnelles. Donc la proba conditionnelle, c'est une aide pour calculer les probas d'intersection et non pas le contraire. Mais c'est vrai que quand on regarde la définition, il faudrait pratiquement l'écrire dans l'autre sens. On va dire, ça définit pas une proba d'intersection, ça définit une proba conditionnelle. C'est un petit peu bizarre. C'est-à-dire que l'écriture de la définition, elle permet de calculer les intersections. Et en fait, les probas conditionnelles, on les calcule réellement de façon intuitive. On sait que, sachant que, on regarde la situation. Donc, j'espère que ça répond à vos interrogations. Donc ça, c'est pour la formule des probabilités dite composée. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on utilise cette probabilité, la formule des probabilités composées, en fait, pour décomposer un événement et le décomposer en faisant pas à pas, suivant l'ordre chronologique. C'est ce qu'on a fait ici. L'événement N1, inter N2, inter N3, je l'ai décomposé en N1, N2 sachant N1, N3 sachant les autres, et ainsi de suite. Donc, ce qui est très important ici, c'est d'avoir un ordre chronologique. Évidemment, si je faisais N3 en premier, ce serait un très gros bazar. Parce que N3, il est difficile à trouver. Justement, quand on a des événements difficiles à trouver, on va utiliser la formule des probabilités totales. La formule des probabilités totales, c'est celle que vous avez sûrement utilisée dans votre jeunesse quand on dessine des arbres. Alors, dessiner des arbres, c'est bien, c'est un bon support, mais à chaque fois, il faudra revenir aux formules. Alors, on prend un système complet d'événements, je les appelle BI. Aussi, donc le système complet d'événements, j'ai refait un dessin hier au tableau. Je vous rappelle, c'est un découpage de l'univers oméga avec des événements qui sont 2 à 2 disjoints. Et je prends évidemment des vrais événements, c'est-à-dire des événements qui ont des probabilités non nulles. Et je m'intéresse à un événement A. Et pour calculer la proba de cet événement, en fait, on va regarder la démonstration en même temps. Je dis que l'événement A, forcément, comme c'est un sous-ensemble d'oméga, je peux l'écrire A inter oméga. C'est assez évident. Maintenant, ce oméga ici, comme on a un système complet, les BI forment un système complet, ce oméga, il s'écrit comme la réunion de tous les BI. Et finalement, quand je veux déterminer inter, la réunion des BI, c'est comme si je faisais la réunion de tous les A inter BI. Alors, c'est peut-être pas parlant. Je vais faire un dessin au tableau. Je me rends compte en expliquant que ça aurait mérité un petit dessin. Ça, c'est oméga. Oméga, je le décompose. Je fais un peu n'importe quoi, voilà. Avec un système complet qui sont les BI. Donc, B1, B2, B3, faut que je mette B4, B5, et j'en ai un sixième ici, B6. Maintenant, je m'intéresse à un événement A quelconque, que je vais représenter là-dessus. Ça, c'est l'événement A. Je veux trouver la proba de l'événement A. Donc, je vais faire quoi? A inter B1.
puis ensuite A inter B2, puis A inter B3, et je vais cumuler toutes ces probabilités au fur et à mesure. A inter B4, A inter B5, A inter B6. Et là, j'aurais balayé complètement l'événement A. Donc, ce que je vous ai dessiné au tableau, ça correspond à ça. L'événement A, quand je prends l'intersection avec tous les BI, ça revient à prendre l'intersection avec chaque BI et reprendre la réunion du tout. Ce qui fait que quand je vais faire la proba de cet événement A, je vais ajouter toutes les probas des A inter BI que j'ai dessinées au tableau en hachurant au fur et à mesure. Donc, ça se résume sous cette formule-là, la formule des probabilités totales, parce qu'on va décomposer sur tous les événements du système complet. Donc, la proba de A, c'est la somme des probas d'intersection. Et en fait, le plus souvent, on va l'utiliser avec des probas conditionnels, puisque la proba d'intersection, c'est simplement la proba de BI, multipliée par la proba de A, sachant BI. Donc là, à nouveau, j'utilise la définition de la probabilité conditionnelle, sachant BI, mais non pas pour calculer la proba conditionnelle, mais pour calculer une proba d'intersection. Donc toujours de façon un petit peu peut-être contre-intuitive au départ, mais très pratique à l'arrivée. Voilà pour la formule des probabilités totales. Un cas particulier, le plus fréquemment utilisé, on a deux situations, c'est très binaire. Le système complet, c'est soit ça vérifie B, soit ça le vérifie pas. Donc ça, quand vous prenez n'importe quel univers oméga, vous prenez un événement qui se réalise, un événement B, c'est soit B est réalisé, soit il n'est pas réalisé. Et ça nous fait toujours une décomposition comme ça, binaire, de l'univers. La probabilité de A à ce moment-là, je simplifie finalement la formule des probas totales. J'ai une somme, et j'ai une somme avec deux événements, B et B bar. Donc, la proba de B fois P de A sachant B, c'est ici. Et la proba de B bar fois P de A sachant B bar, c'est là. Donc, une somme qui est très simplifiée. On peut l'écrire comme ça ou en mettant les probas conditionnels en indice. Je crois qu'au lycée, c'est plutôt comme ça que ça. Alors, les deux peuvent cohabiter sans problème. En indice, par exemple, j'évite de l'utiliser quand j'ai des probas conditionnels très longues, comme ici, dans la formule des probas composés. Parce que si je mets ça en indice, ça devient assez désagréable à écrire. Mais sinon, le reste du temps, comme ça vous chante, vous pouvez le mettre avec la barre, sachant que en indice. Alors, un exemple. Je reviens toujours à mes urnes U1 et U2, j'ai enlevé l'urne U3, et je veux simplement calculer la probabilité qu'au deuxième tirage, on obtienne une boule noire. Et en fait, il y a une astuce à retenir. Quand vous commencez à réfléchir, on vous dit, voilà, faut calculer la probabilité d'avoir une noire au rang 2. Donc, on commence à réfléchir, et la première réponse, moi, qui me vient à l'esprit, c'est, ça dépend. Ça dépend de ce qui s'est passé au premier tirage, si j'ai eu une boule noire ou une boule blanche. Et finalement, dès que vous avez ça en tête, vous commencez à réfléchir et vous vous dites, ça dépend. Ça dépend, ça veut dire que c'est la formule des probas totales. Et puis, ça dépend de quoi? Et si ça dépend, je suis en train de dire, de savoir si au premier tirage, j'ai eu une boule noire ou une boule blanche. Donc, quand je pose la question, ça dépend de quoi? La réponse va donner le système complet d'événements. Donc, quand vous réfléchissez à savoir quand est-ce que j'utilise la formule des probas totales, c'est quand ça dépend. Et quand ça dépend de quoi, ça vous donne le système complet. Les notations ici, si vous voulez écrire en abrégé, vous mettez la FPT avec le SCE et je comprendrai très bien. Donc ici, forcément, le système complet qu'on a au départ, c'est soit une noire, soit une blanche, au premier tirage, et ça dépend de ça. Donc je vais décomposer l'événement N2 en disant que je regarde ce qui s'est passé au premier tirage. Peut-être j'ai obtenu une boule noire ou une boule blanche. Et puis ensuite, je vais vraiment calculer la proba de N2, sachant qu'on a une noire, et la proba de N2, sachant qu'on a une blanche. Je multiplie et j'ajoute. Alors, je regarde à chaque étape. Une noire au premier tirage, 2 chances sur 3. Il y avait 2 noirs dans l'urne au début, dans l'urne U1. Et ce calcul-là, P de B1,
C'est une chance sur 3 puisque c'est une blanche au premier tirage. Maintenant, sachant qu'on a eu une noire, j'obtiens donc dans l'urne U2 4 boules, dont 2 noires. Donc la proba d'avoir une noire, c'est 2 chances sur 4. Donc ça, cette partie-là, c'est réglé. Maintenant, ici, sachant qu'on a eu une blanche au premier tirage, dans l'urne, ici, dans l'urne U2, on a maintenant 4 boules. On avait 2 blanches et une noire, et j'ai rajouté une blanche. Donc forcément, je n'ai plus qu'une noire. Donc une chance sur 4 d'avoir une noire, sachant qu'on avait déjà eu une blanche au premier tirage. J'arrange tout ça, le calcul, ça fait 5 12. Ça permet de calculer comme ça la probabilité de l'événement N2 qui dépend des résultats des événements, de ce qui s'est passé au premier tirage, c'est-à-dire qui dépend des événements N1 et B1. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour savoir quand est-ce qu'on utilise la formule des probabilités totales. Alors la formule de Bayes, la dernière formule, qui en fait est constituée de 2 formules. 2 étapes en fait. La première étape, c'est simplement appliquer la définition de la formule d'une probabilité conditionnelle. Et la deuxième étape, on applique la formule des probabilités totales. Donc, je prends les événements BI, un système complet d'événements. Je veux déterminer la probabilité que un événement du système complet se soit réalisé, sachant un résultat final. J'ai pas mis quand est-ce qu'on l'utilisait. J'aurais dû faire un petit blabla si on pourra le rajouter. Alors, je veux déterminer donc la proba d'un des événements du système complet, sachant la réalisation de l'événement A. J'applique tout simplement ici la définition de la proba conditionnelle sachant A. C'est la proba de l'intersection sur P de A. Et pour trouver la proba de l'intersection, en général, le plus simple, c'est de se ramener au système complet, donc sachant les BJ. Donc P de A sachant BJ, et je remultiplie par P de BJ. Arrivé là, pour calculer le P de A qui est en dessous, j'applique la formule des probabilités totales qu'on a vue au-dessus. Et la formule des probas totales me donne la somme des P de BI fois P de A sachant BI. Donc, à retenir, étape 1, étape 2, parfois, on a besoin que de l'étape 1 de la formule de Bayes, et parfois, celle qu'on appelle la formule de Bayes, c'est celle qui est complète. Mais parfois, on a commencé les calculs, le P de A, on le connaît déjà, c'est pas la peine de le recalculer. Donc, la démonstration de l'étape 1, c'est 2 fois la formule des probabilités conditionnelles. Et puis, l'étape 2, c'est la formule des probas totales pour calculer ce P de A qui était au dénominateur. Un cas particulier, toujours le cas le plus fréquent finalement, c'est quand on est dans une situation comme ça d'alternative, soit B est réalisé, soit il n'est pas réalisé. Et avec 2 événements donc qui se réalisent vraiment, qui ont des probas non, on ne vide pas des choses impossibles, sinon c'est pas très intéressant. Donc pour calculer, si j'arrive à voir voilà, les 2 sur la même feuille, l'événement qui va m'intéresser ici, donc la proba de l'événement B, sachant la réalisation de A. Je retourne l'expression en disant que c'est la proba de B que je multiplie par P de A sachant B. Donc, on y est. Et la somme qui est en dessous, ben, je remplace. Donc, on a dit que dans la somme, il n'y avait que 2 événements B et B bar. Donc, P de B, P de A sachant B, voilà. Et la même chose avec B bar. P de B bar, P de A sachant B. Je reviens à mon exemple. Mon exemple avec les urnes U1 et U2. Je veux, voilà, je considère, j'ai fait tous mes tirages, je fais un tirage au rang 1, je mets dans l'urne U2, ma boule, je mélange et je repioche une boule. Et j'obtiens une boule noire au deuxième tirage. Voilà tout ce que je sais, tout ce que j'ai comme information. J'ai pas regardé en fait ce que je faisais avant. Je sais simplement que j'ai une boule noire au deuxième tirage. Là, je me dis oui, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Quelle est la probabilité d'avoir eu déjà une boule noire au premier tirage, sachant que j'ai une boule noire au deuxième tirage? Donc déjà, on va traduire
cette phrase, cette question, elle est écrite tout en français, on la traduit en mathématiques. Ce qu'on veut calculer, c'est la probabilité d'avoir une boule noire au premier tirage, sachant qu'à la fin, on a eu une boule noire. Et quand on le dit comme ça, on voit bien que c'est pas dans le bon sens. Et la formule de Bayes, elle sert à ça. Elle sert à remettre dans l'ordre les choses qui sont pas posées dans le bon sens. Vous voyez bien que c'est compliqué, ça. Il faut revenir en arrière. La formule de Bayes, elle sert à revenir en arrière sur nos événements. On voit le résultat final et on se dit oui, mais qu'est-ce qui s'est passé à l'étape précédente? Donc, d'où l'utilisation de la formule de Bayes. Je fais étape par étape parce que je crois que c'est peut-être plus simple. Je vous conseille de le refaire étape par étape plutôt que d'apprendre la formule à la fin qui me paraît un peu compliquée. Donc, l'improba de N1 sachant N2. La définition, c'est l'improba de l'intersection sur P de N2. Alors là, vous allez me dire, bah, tout à l'heure, fallait pas utiliser la définition. Oui. Pourquoi? Parce que cette proba-là, elle n'est pas intuitive. Quand on a une proba intuitive comme N2 sachant N1, ça c'est intuitif. J'ai pas besoin de revenir à la définition. Mais là, j'ai tout mis à l'envers. C'est plus du tout intuitif. Donc, je me raccroche aux branches, c'est-à-dire à la définition, à quelque chose de connu. Et maintenant, dans la définition, la proba de l'intersection, ça, c'est pas intuitif non plus. Donc, je reviens à quelque chose d'intuitif qui est P de N2 sachant N1. Donc, l'étape 1, elle sert à remettre les choses dans l'ordre chronologique, à remettre les choses à l'endroit, c'est-à-dire à étudier d'abord N1 et puis N2 sachant N1. C'est beaucoup plus logique que de dire N1 sachant N2. Donc, le N1 sachant N2, comme il n'est pas intuitif, je retourne tout ça pour obtenir une formule plus intuitive. Arrivé là, je dis, bah oui, N1, je vois bien. Une noire au premier tirage, c'est facile, on l'a déjà calculé tout à l'heure. N2 sachant N1, c'est un calcul qu'on a déjà fait, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est P de N2. Même P de N2, pour le calculer, je vais décomposer. Ça, on l'a vu tout à l'heure, P de N2 dans la formule des probas totales, mais oui, on l'a fait ici. Le P de N2, comme il n'est pas facile, comme ça dépend, quand j'ai dit ça dépend, c'est la formule des probas totales. Donc, cette partie-là, en fait, je la recopie, je l'intègre dans la formule de Bayes ici. Donc, c'est la formule des probas totales que je recopie bêtement. Après, je simplifie mon calcul. J'ai 4 douzièmes en haut, 5 douzièmes en bas. On l'avait déjà calculé tout à l'heure. Ça fait 4 chances sur 5. Ça veut dire que quand on a obtenu une boule noire à la fin, il y a de fortes chances, une forte probabilité qu'on ait déjà obtenu une boule à l'issue du premier tirage. Voilà ce que ça signifie. Et ça, c'est plutôt intuitif, mais la valeur du résultat, elle n'était pas facile à déterminer. Donc, une petite remarque supplémentaire, si vous voulez, vous pouvez rajouter, comme on l'a mis pour la formule des probabilités totales à retenir ici, pour la formule de Bayes à retenir, on utilisera la formule de Bayes quand on veut revenir en retrouver une logique, revenir sur la situation précédente. Qu'est-ce qui s'est passé au rang 1, sachant le résultat du rang 2. Bien, ben voilà pour cette partie de cours. Je vais vous laisser méditer tout ça et je vais vous envoyer donc 2 exercices d'application qui sont détaillés. C'est des exercices à trous. Alors, soit vous imprimez et vous bouchez les trous si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé d'imprimer. On va essayer d'économiser un petit peu les feuilles, l'encre, enfin tout ça quoi. Si vous pouvez pas imprimer, c'est pas grave. Vous prenez quand même un papier, un petit papier de brouillon et un stylo et vous recopiez les exercices et vous bouchez les trous. C'est pas la peine de tout imprimer non plus. Donc je vous envoie ça dans l'instant, 2 exercices d'application et puis vous gardez ça pour demain et je vous enverrai aussi la toute fin du cours, mais il n'y a vraiment pas grand chose. On terminera demain. Donc demain, 2 exercices d'application et la fin du cours. Et dans la foulée, je vous donnerai peut-être un petit QCM en autocorrection et puis peut-être un devoir à la maison aussi. Voilà. Voilà pour le travail du jour.
J'avais juste encore une petite question. Oui. Dans l'exemple là, à la page 19, je comprends pas bien du coup à quoi correspond B1 exactement. À la page 19, B1. Alors, Oui. il n'a pas été défini, j'avoue. On va dire que c'est un peu intuitif. Ça veut dire une boule blanche au premier tirage. Donc, N1, voilà. N1, c'est une boule noire au premier tirage. B1, c'est une boule blanche. En fait, j'aurais pu mettre que c'était l'événement contraire. B1, c'est N1 bar. Mais ça devenait un peu compliqué de dire ce n'est pas une boule noire. Je préfère dire c'est une boule blanche. C'est plus simple. Et en fait, c'est exactement ce qui est écrit au-dessus avec ça, c'est l'événement N1 et ça, c'est l'événement N1 bar qui est en fait une boule blanche au premier tirage. Alors souvent dans les exercices, vous allez le voir avec les exercices que je vais vous envoyer, il faut quand même penser à définir les événements. Si vous ne faites pas, ben, on comprend pas toujours bien, mais parfois, il y a des événements qui sont, des notations qui sont assez intuitives. Quand je mets N1, B1, il y a des boules noires, il y a des boules blanches. Normalement, c'est intuitif. Si vous écrivez l'événement A, B, C, A, c'est une boule noire, B, c'est une boule blanche, enfin, c'est pas forcément le plus naturel. Essayez d'utiliser des notations pour vos événements qui soient parlantes, qui permettent d'être, qui soient assez explicites. En fait, ce qui évite d'avoir à tout définir, mais c'est bien quand même de le redéfinir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de questions sur ce cours. Bon, c'était peut-être pas très difficile non plus. Donc les formules, il faut juste, il va falloir les apprendre par cœur aussi. Et puis je vous enverrai un petit résumé de cours dès demain parce qu'on a encore un petit bout de cours à faire. Et à la fin du cours, je vous enverrai le résumé. Vous saurez tout ce qu'il faut apprendre. Donc quand vous faites les exercices, profitez-en pour apprendre le cours, les formules, parce qu'il faut les connaître. Et c'est vrai que quand on travaille tout seul, qu'il n'y a pas d'interro, qu'il n'y a pas de colle, il faut se motiver pour apprendre les formules par cœur. Voilà, j'insisterai, je vous ferai un petit bilan pour les choses indispensables à apprendre par cœur. Il n'y a pas d'autres questions? Bah, écoutez, très bien. Il n'y a pas tout le monde non plus. Il y a Monsieur Pelletier qui m'a fait l'appel. Je crois qu'il manquait des gens tout à l'heure. Moi, madame, j'ai une question. Oui. Pour quand on applique la formule des probabilités totales avec le système d'événements, j'ai du mal un peu à discerner cette formule de celle qui est intuitive. C'est la formule qui est un peu moins intuitive, on l'utilise seulement quand on considère un système où on considère l'événement et l'événement contraire. Je crois que j'ai pas compris ta question. En fait, j'ai un peu du mal à discerner. Enfin, quand on essaie de calculer la probabilité, donc on fait l'étape 1 avec la probabilité conditionnelle, donc qui est intuitive. Et après, pour l'étape 2, on fait avec la formule des probabilités totales. Ah, c'est pour la formule de Bayes, ça. C'est ouais. Là. L'étape 1 qui est assez intuitive et comment je passe à l'étape 2. C'est ça. Mais en fait, c'est juste cet événement P2A qui se décompose lui-même. Je finis par le redécomposer comme j'ai fait le petit schéma que j'ai fait au tableau, sur tous les événements ici du système complet. Donc, le passage de l'étape 1 à l'étape 2, c'est la formule des probabilités totales pour l'événement A. Si je reprends l'exemple, parce qu'on voit bien la nécessité ici, la probabilité d'avoir une boule noire au deuxième tirage, je ne peux pas la trouver directement. Quand je réfléchis, une noire au deuxième tirage, tout de suite, ce qui me vient en tête, ça dépend de ce que j'ai eu au premier tirage. Et comme ça dépend de ce que j'ai eu au premier tirage, je l'exprime en fonction de ce que j'ai eu au premier tirage, en décomposant ici, grâce à la formule des probabilités, en voyant, suivant qu'on a eu une boule noire ou une boule blanche au premier tirage. Donc, c'est la nécessité, en fait, passer de l'étape 1 à l'étape 2, c'est la nécessité de calculer la probabilité de l'événement qui est en dessous et qui lui-même dépend de ce qui s'est passé au rang précédent. D'accord. Mais donc là,
pour passer à l'étape 2, vraiment considérer tout le système avec B et son événement contraire. C'est ça. Et ici, c'était N1 et son événement contraire, B1. D'accord. C'est ça, B et l'événement contraire. Alors parfois, il y a plusieurs événements qui permettent de décomposer. C'est pas que l'un ou l'autre. On a une situation qui se décompose en 3 situations. Et c'est même fréquent. Je vais vous montrer, il faut que je récupère où sont mes applications. Je peux vous les montrer tout de suite. Et même si voilà, c'est ce que je vais vous envoyer tout à l'heure. Donc ici, c'est d'actualité. Une population, il y a des gens qui sont malades, des gens qui ne le sont pas. Donc on est sur quelque chose de binaire aussi. Et puis ensuite, on fait des tests. Donc le test, suivant qu'on est malade, il y a 9 chances sur 10 d'être connu ou pas. Et on va se poser la question, on prend un sujet qui est testé positivement, la proba qu'il soit malade. Donc on revient en arrière sur la situation. Donc voilà le genre de situation qu'on va rencontrer, qu'on va représenter à l'aide d'un arbre en disant la personne est malade ou pas malade. Quand on est malade, on peut être testé positivement ou pas. Quand on n'est pas malade, testé positivement ou pas. Donc il va falloir compléter l'arbre ici avec les événements et toutes les probas qu'on va mettre sur les branches. Et ensuite, on va calculer donc les probabilités. Donc finalement ici l'étape 1 de la formule de Bayes et l'étape 2 en utilisant la formule des probabilités totales. Donc voilà ce que je vais vous donner pour demain. Vous regardez un petit peu ça. C'est pas très compliqué. Avec un dessin, c'est chouette, c'est facile. Et puis un autre exemple du même type, alors qui est un petit peu lui aussi pas. Où est-ce qu'il est, mon autre exemple, qui est plus rigolo. L'exemple suivant, on a 3 cartes, une toute rouge, une rouge et blanche et une toute blanche. On choisit une carte, on la pose sur la table et on regarde, la face visible est rouge et on veut la proba que la face cachée soit rouge. Donc là, il faudra faire les calculs et le résultat est pas super intuitif. Je peux vous montrer parce que je les avais fabriquées, les cartes. Où elles sont, les cartes? Et regardez, une carte rouge, une carte rouge et blanche, une carte blanche et blanche. Donc l'exercice, je prends une carte au hasard, je vous la montre. Là, c'était pas vraiment au hasard en fait. Et vous voyez bien que c'est rouge. Derrière, c'est rouge ou c'est blanc. Et ben voilà. C'est l'exercice que vous avez à faire pour demain. Je vous l'envoie tout de suite. C'est bon? Plus de questions? Si, moi j'ai une question. Vas-y. C'est que pour le moment, on a vu que sur des choix à binaire du coup, mais on peut imaginer avec 3 choix, 3 Eh probabilités. ben, c'est ce que je te montrais avec mes cartes. Ouais, bah oui, du coup. Les cartes, il y avait 3 cartes. Alors, rouge ou blanc, c'est le résultat, mais les cartes, il y a 3 choix de cartes. Justement, c'est pour ça que je vous ai proposé cet exercice avec les 3 cartes, et ça vous donnera à réfléchir pour demain. J'ai pas envie de tout donner aujourd'hui non plus, j'ai envie de vous laisser un peu le temps de réfléchir. Je vous les envoie, vous regardez, puis on en reparle demain. Faut pas tout spoiler, mais là, effectivement, on va être sur 3 choix. Et ensuite, je vous donnerai d'autres exercices où on verra, c'est fréquent, soit c'est 2, soit c'est 3. 4, ça commence à être compliqué, quoi. Mais on verra qu'on a aussi d'autres exemples avec 3 choix. Et que ça peut donner lieu à des calculs avec des matrices 3-3, celles qu'on aime bien. Voilà. Est-ce que d'autres questions? Sinon, ça va votre vie? Vous survivez en temps de confinement? Oui, ça va? Ça va. Bon, bah, écoutez, j'espère que ça va continuer. Si vous avez des soucis, surtout, vous n'hésitez pas à même